7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Juliette, vous nous faites un petit tour d'horizon du procès Trump. Oui, ce sont des infractions qui remontent à 2016 et pourtant, comble du hasard, c'est bien juste après que Donald Trump n'annonce sa candidature à l'élection présidentielle qu'il est inculpé, c'est-à-dire en avril 2023. 34 chefs d'accusation pour falsification de documents commerciaux. Alors vous allez me dire, 34, mais c'est énorme, c'est un véreux ce Donald Trump, c'est un délinquant, un criminel en puissance même, oui, mais c'est là que c'est très malin justement, car ce chiffre de 34 est certes impressionnant, mais c'est bien à ça qu'il sert justement. Pour vous donner une comparaison, c'est comme si au lieu de me mettre en examen, moi, pour une affaire de vol chez un primeur, on décortiquait chaque fruit, chaque légume volé pour en faire une affaire séparée. Ainsi, mes 34 chefs d'accusation seraient le 1, le vol d'une banane, 2, celui d'un poireau, et 3, carrément un ananas entier, ce qui clairement là mériterait son propre dossier. Vous l'aurez compris, les motifs de ces chefs d'accusation se ressemblent. Alors de quoi parlons-nous ? Eh bien tout simplement, Donald Trump aurait enregistré dans sa comptabilité, sous la rubrique services juridiques, des paiements à son avocat Michael Cohen, qui aurait en fait en partie servi à acheter le silence de l'actrice porno Stormy Daniels, avec qui l'ancien président avait légèrement fricoté auparavant. Se disant sûrement que ce genre de trophée à son tableau de chasse ne l'aiderait pas vraiment à conquérir les cœurs purs et puritains de l'Amérique protestante, peut-être, ou tout simplement à conserver le cœur de la belle Melania, eh bien Donald Trump avait simplement décidé d'acheter le silence de la belle en passant un accord à coup de chèque, ce qui, faut-il vraiment le rappeler, n'a absolument rien d'illégal aux États-Unis en 2024. La prescription pour ce genre de délit étant de 2 ans, on pensait l'ancien président sorti d'affaires, mais c'était sans compter sur le procureur qui, décidément, était très motivé à faire régner la justice de son beau pays et est allé jusqu'à travailler d'arrache-pied pour obtenir la requalification du délit en un crime, ce qui retardait la prescription et lui permettait d'inculper Trump. Pour ce faire, pour obtenir cette requalification, il fallait prouver que le délit en question avait été commis dans le but de commettre un autre délit plus grave. Et c'est de là que le procureur, Mr. Bragg, en un tour de magie, est venu sans aucune preuve et avec beaucoup de liberté, pour ne pas dire de nombreuses carabistouilles en termes d'interprétation des textes de loi, avec l'idée brillante et bien pratique d'expliquer que l'envie de discrétion de Donald Trump concernant ses parties de gymnastique de lit était en fait une immense conspiration en vue d'influencer l'élection de 2016. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est qu'évidemment, ce procureur n'est pas le premier Gus à chercher à tout prix à obtenir la peau du candidat Trump. La victoire de 2016, ils ne l'ont jamais digérée. Et comme souvent avec Homo Gauchistus, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. On se souvient des multiples chasses aux sorcières, notamment celle de la Russie Gate, accusation d'ingérence russe dans la campagne de 2016, qui s'était avérée complètement bidon. Et d'ailleurs, dans l'affaire Stormy Daniels, non plus, le camp du bien n'en était pas à son premier coup d'essai, puisque le département fédéral de la justice et l'ancien procureur Cyrus Vance eux aussi avaient déjà tenté d'initier la grande supercherie du complot, mais finalement, ils avaient abandonné tellement, c'est vous dire, tellement les bases du procès étaient foireuses, tellement le dossier semblait vide, bidon et monté à la superglue. Mais le procureur Braggs, lui, a décidé d'aller jusqu'au bout. Poursuivons les bizarreries, puisqu'étonnamment et contrairement à la coutume de tirage au sort pour la désignation d'un juge, normalement à New York, le juge est tiré au sort, et bien là, incroyablement, le juge affecté à l'affaire Trump a été méticuleusement choisi, désigné, et on apprend d'ailleurs, ce qui, j'en suis sûre, est une information totalement annexe et le fruit d'un parfait hasard, eh bien que ce juge en question, Mr. Juan Merchan, connaissait Donald Trump puisqu'il avait déjà rendu toute une série de décisions négatives à l'encontre de Trump par le passé dans d'autres affaires qui concernaient ses business. Incroyable, non ?
Mais c'est pas tout, ce juge est également un fervent militant pour le camp du bien puisqu'il a effectué un don à la campagne de Biden et a également financé des actions pour, je cite, résister au parti républicain et à l'héritage de droite radicale de Donald Trump. Autant dire qu'on n'est pas vraiment sur un bisounours avec un vague avis politique. Là, on est sur du gros militant partisan. Pouvoir imaginer qu'on désigne une personne pareille pour juger d'un homme politique comme Trump, déjà, on avait compris que toute cette histoire n'était même plus dans les parages d'une initiative légitime ou honnête et qu'on plongeait en pleine série Netflix, en pleine House of Cards, dans le domaine du procès politique, sauce progressiste, sauce bienveillante, hashtag démocratie, hashtag love wins all. Alors évidemment, ça n'a pas loupé. Tout au long du procès, le juge en question a mené les débats d'une façon complètement partiale, prenant un plaisir inouï et jamais fin à humilier l'ancien président un maximum, l'empêchant de quitter New York pour se rendre à la remise de diplôme de son fils, par exemple, comme si l'ancien président était un criminel dangereux sur qui il fallait garder un œil, comme si on pouvait l'imaginer traverser la frontière mexicaine déguisé en sombrero pour échapper à la justice. Quoi d'autre? L'autorisation de diffusion de témoignages sans aucun rapport direct avec l'objet de l'inculpation, comme celui de Stormy Daniels en personne, par exemple, qui certes était bien celle qui avait reçu les paiements, mais qui n'avait absolument rien à voir avec le fond de l'affaire, c'est-à-dire la mise en examen pour falsification de ces dits paiements en des frais d'avocat. Et voilà comment toute l'Amérique a pu se délecter des émois de cette actrice porno aux plus de 200 films X qui, comble du hasard, mais non sans agrandir le plaisir du sadique juge, sous-entend très fortement qu'en fait, eh bien, Donald Trump l'aurait violée. Alors je vous laisse imaginer comment les opposants ont du mal à cacher leur plaisir en imaginant la perspective d'une affaire hashtag MeToo spécial Trump, mais que de bonheur ça leur donnerait. Malheureusement pour eux, on est encore loin du compte pour le moment. Et que de bizarreries encore dans ce procès, à commencer par la confiance mise dans le principal témoin, celui sur lequel toute l'accusation repose, c'est-à-dire Maître Cohen, l'ancien avocat de Trump, qui lui, on le sait déjà, est un menteur notoire et avéré. Il l'a même avoué, il a menti à un tribunal, il a menti aux médias et il a plaidé coupable d'avoir menti au Congrès. On pourrait aussi citer le refus catégorique du juge de laisser témoigner l'ancien président de la FEC, la Commission électorale fédérale, Brad Smith, qui lui était prêt à témoigner et à affirmer dans ce témoignage, écoutez bien, que de tels paiements ne pouvaient être considérés comme des violations des règles électorales fédérales et qu'ils n'affecteraient pas l'élection, même s'ils étaient considérés comme des contributions puisqu'ils n'auraient pas dû être déclarés avant la fin de l'élection. Donc c'est très clair et c'est quand même dommage, non, que le jury n'ait pas eu l'occasion d'écouter ça. Mais la pire des carabistouilles, il me semble, celle qui réellement ne peut que sidérer tant on se dit que plus c'est gros, plus ça passe, c'est le grand final de ce procès. Comme le rappelle bien notre confrère Alain Destèche dans Causeur, la procédure new-yorkaise est spécifique, c'est-à-dire que les plaidoiries finales commencent par la défense et ensuite c'est l'accusation qui a le dernier mot. Et pour balancer les propos de l'accusation, au cas où cette dernière se mettrait à proférer des insanités ou des contre-vérités flagrantes, eh bien c'est au juge qu'incombe de corriger le procureur. Et oui, puisque évidemment la défense a déjà parlé et ne peut pas répondre, n'a pas le dernier mot. Eh bien, vous vous en doutez, maintenant que vous avez cerné un peu le personnage, ça aurait été chose non faite dans ce procès, et ainsi le procureur Braggs a pu en toute sérénité affirmer que la loi électorale avait été violée par la campagne de Trump, ce qui, on l'a vu tout à l'heure, eh bien, est parfaitement faux. Alors, cerise sur le gâteau, lorsque les instructions données au jury par le juge se sont transformées en une espèce de buffet au choix, en mode choisis ta condamnation sur une appli. Alors, rappelons que, pour qu'il soit condamné, Trump devait avoir falsifié des documents commerciaux dans le but de commettre une autre infraction plus grave. Mais le hic, c'est qu'on le sait, il n'avait jamais été condamné pour cette fameuse soi-disant infraction plus grave. Donc, quelle était-elle? Eh bien, pas de problème, que des solutions. Le juge Juan Merchan a laissé le choix au jury entre trois options.
soit de la dissimulation d'une infraction électorale fédérale, soit de la falsification de documents commerciaux, soit des infractions fiscales. Alors, pas besoin d'unanimité, ce dont le jury avait besoin, c'est tout simplement qu'ensemble, tout le monde était d'accord qu'une de ces infractions avait été commise sans avoir besoin de dire laquelle, sans même qu'ils soient d'accord entre eux sur laquelle a été commise. Et donc, comble du ridicule, on ne saura jamais, et Donald Trump non plus, quel est ce crime secondaire pour lequel il n'a jamais été condamné, mais duquel apparemment il est quand même coupable. Voilà où nous en sommes. Mais une bonne nouvelle peut-être, si cette caricature de procès va bien faire condamner Trump et l'aura éloigné de sa propre campagne présidentielle pendant plus d'un mois. Je crains que les réactions créées chez les braves gens, c'est-à-dire ceux qui votent, soient parfaitement opposées à l'effet recherché, puisqu'évidemment, lui donner la chance incroyable de se positionner en tant que victime du système, de l'establishment et du deep state dont Donald Trump parle tout le temps, eh bien, c'était évidemment une stratégie catastrophique, bien à l'opposé de choquer les foules, avec des chefs d'accusation aussi dérisoires, presque risibles. Le camp du bien aura largement contribué, je pense, au retour de Trump et à sa victoire éclatante en 2024. Bien, bien, bien.